Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi, édition spéciale. Le MOOC s'invite au comptoir. Bonjour Ouria. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouria, tu es chercheur en chronobiologie à l'INSERM. Tu vas nous parler des cycles circadiens avec un point particulier sur les rythmes biologiques des adolescents. Merci beaucoup Ouria, à toi la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc heureuse de faire partie de cette session des comptoirs du jeudi. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, de vous présenter un petit peu les rythmes biologiques et vous expliquer en quoi ces rythmes sont importants d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue apprentissage. Donc je suis chercheur en chronobiologie à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et je m'intéresse depuis plusieurs années aux effets de la lumière justement sur nos rythmes et sur notre santé. Donc là, j'aimerais vous expliquer un petit peu en quoi concernent ces rythmes et à quoi ils sont dus. Donc en fait, la Terre tourne sur elle-même et cette rotation prend environ 24 heures et c'est ce qui est à l'origine de l'alternance jour-nuit que nous connaissons. Et comme vous le savez, un certain nombre de nos fonctions, par exemple le cycle veille-sommeil, dépendent de cette alternance jour-nuit. Ici représenté, vous avez effectivement l'individu qui pendant la journée va être actif, bouger, manger, etc. et la nuit va dormir. Et tous les êtres vivants, donc, qui sont soumis à ces variations de l'environnement, ces variations cycliques de l'environnement, ont développé ce qu'on appelle un système qui s'appelle le système circadien et qui régule nos rythmes biologiques. Donc, au cours de cette présentation, j'ai essayé de diviser ça en différentes parties. D'abord, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que vraiment un rythme biologique et notamment un rythme circadien. Ensuite, j'essaierai d'aborder le rôle de la lumière, donc la lumière de notre environnement, sur la remise à l'heure ou la synchronisation des rythmes biologiques, notamment circadiens. Et ensuite, je ferai un petit focus sur les rythmes biologiques des adolescents. Est-ce qu'ils sont identiques à ceux de l'adulte? Pourquoi il est important d'en tenir compte? Et j'essaierai d'ouvrir ensuite vers l'impact d'une dérégulation de ces rythmes sur notre santé, en relation toujours avec la lumière. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un rythme biologique? Et quand on parle de rythme biologique, on parle aussi d'horloge. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, en fait, un rythme biologique, il se définit comme une variation périodique, cyclique, d'une fonction particulière d'un être vivant. Donc, par exemple, ça peut être une variation de votre battement cardiaque, une activité électrique au niveau de votre cerveau. Ça peut être de manière beaucoup plus restreinte la synthèse d'une protéine ou d'une enzyme de votre corps, mais ça peut être beaucoup plus global, comme votre comportement, votre activité locomotrice, votre prise alimentaire, votre sommeil, etc. Tous ces rythmes se répètent dans le temps, mais ils ont une période qui leur est spécifique. Donc là, j'ai essayé de vous représenter ce que c'était un rythme. Donc c'est une variation sinusoïdale au cours du temps. Et les paramètres qui sont importants, c'est la période, c'est-à-dire la durée nécessaire pour que le rythme, un événement au niveau de ce rythme se répète de la même façon. Ici, vous avez par exemple le maximum. Donc, entre deux maximums, vous aurez la définition d'une période. Ensuite, la phase, mais ça, on en parlera beaucoup moins. Et puis, bien sûr, l'amplitude du rythme. Plus l'amplitude est importante, plus le rythme est important. Donc ça, c'est une propriété physiologique d'un rythme biologique. Donc ces différents rythmes biologiques, comme je vous l'ai expliqué, vont se définir par la période, donc la durée entre deux événements, la répétition de deux événements identiques. Donc ici, je vous ai présenté un certain nombre de rythmes biologiques et la période qui les caractérise. Par exemple, les rythmes de votre activité neuronale sont très très courts, de l'ordre de la seconde, comme les rythmes cardiaques d'ailleurs. Mais vous avez des rythmes qui ont des durées beaucoup plus importantes, comme le rythme veille-sommeil, comme je vous l'ai expliqué, vous vous levez et vous dormez toutes les 24 heures à peu près, le rythme de votre température corporelle, mais aussi le rythme de certaines hormones. Et donc, les périodes de ces rythmes sont autour de 24 heures, donc ils sont étroitement reliés à l'environnement dans lequel vous êtes soumis. Et donc, c'est ces rythmes-là qu'on appelle circadiens, circadien qui vient du grec, circa qui veut dire autour de 24 heures. Donc, moi, je m'intéresse principalement à ces rythmes et c'est ces rythmes-là que je vais essayer de vous expliquer et de vous décrire au cours de cette conférence. Je voulais commencer par vous présenter un petit peu l'historique de la découverte de ces rythmes qui ont été initialement découverts au niveau des plantes. Donc, c'est une très très vieille expérience qui a été réalisée par un philosophe Ambrosden, donc en l'an 325 avant Jésus-Christ, donc c'est relativement ancien. Et en fait, ce qu'il avait observé, c'est que les mouvements des feuilles d'une plante, le tamarinier, en fait, suivait l'alternance jour-nuit. Donc la nuit, les feuilles étaient refermées, elles s'ouvraient la journée sous l'effet de la lumière et elles se refermaient la nuit. Donc ça, c'était sa première observation d'un mouvement, en tout cas rythmique. Beaucoup plus tard, le scientifique français Jean-Jacques Dortus de Meyran a
réalisé une expérience extrêmement simple. Donc, il a répliqué l'expérience qui avait été initiée par Androstène. Donc, ici, vous avez représenté donc une plante sous l'effet de la lumière. Donc, on voit bien que les feuilles du mimosa, cette fois-ci, sont bien dépliées. À l'obscurité, les feuilles se referment. Et de manière très intéressante, en fait, il a décidé de placer la plante à l'obscurité constante. Et ce qu'il voit, c'est que malgré le fait que la plante n'a plus d'informations lumineuses provenant de son environnement, toutefois, on a toujours ce mouvement des ouvertures et fermetures de la plante. Et donc, de là, il a déduit une conclusion extrêmement scientifique. Pour lui, les feuilles du mimosa se dirigent toujours vers le côté d'où vient la plus grande lumière et surtout se replient et se contractent vers le coucher du soleil. Il en est venu ensuite à décrire que en fait, cette plante sentait la lumière sans la voir. Donc, pour l'instant, il n'y avait aucune définition de ce que c'était un rythme biologique. Quelques années plus tard, en fait, cette étude chez les plantes a poussé à la description d'une horloge florale. Et donc, chaque plante, au niveau de cette horloge, chaque plante était caractérisée par les heures d'ouverture ou de fermeture de ses feuilles. Et ça permettait donc de définir un petit peu quelle était l'heure de la journée en se basant sur ce paramètre de ces différentes plantes. Alors, un peu plus tard, Augustin Piradol de Candolle donc, avait repris exactement la même expérience avec cette ouverture et fermeture, avec ce rythme qui persistait à l'obscurité constante. Et ce il avait lui, par contre, essayé de calculer la durée de ce rythme. Et il avait vu qu'effectivement, cette période était autour de 22 à 23 heures. Et donc, c'était la première vraiment évidence scientifique de ce que c'était un rythme endogène, donc un rythme qui est propre à la plante et qui contrôle en fait l'ouverture et la fermeture de ses feuilles tous les jours de manière endogène. Donc là, on a défini les premiers paramètres de ce qu'est un rythme circadien. Donc c'est un rythme qui est endogène, donc qui est propre à l'individu, qui est propre à la plante. La période de ce rythme est autour de 24 heures, donc étroitement relié à l'environnement auquel il est exposé. Donc cet environnement où on a des variations de lumière et de période de lumière et d'obscurité. Et en fait, il est très dépendant de la lumière. Et ça, je reviendrai un peu plus tard sur cette notion de synchronisateur d'un rythme biologique. Je vous ai parlé des plantes. Mais en fait, j'aimerais vous indiquer qu'en fait, ces rythmes circadiens sont présents chez tous les organismes vivants décrits à l'heure actuelle. Donc, on peut les retrouver au niveau des organismes unicellulaires, comme les bactéries, au niveau des organismes très basiques, comme les algues, chez toutes les plantes, les insectes, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et l'homme, bien sûr, inclus. Et de manière très, très intéressante, ces rythmes circadiens sont décrits dès les premiers stades de développement, donc au niveau de la mitose, dans les premières cellules au cours de la fécondation. Donc, c'est vraiment une propriété fondamentale de la biologie. Alors, qu'en est-il chez l'homme? Donc ici, c'est une illustration des premiers rythmes qui ont été décrits chez l'homme. Alors, la résolution n'est peut-être pas très bonne, mais c'est parce que ce sont des données qui datent de 1964. Donc ici, représentés différents rythmes. Donc, vous avez ici la vigilance, vous avez le rythme de la température, le rythme d'une hormone, l'hormone de croissance, le rythme d'une autre hormone, le cortisol, et ici, le rythme du potassium. Donc, si on prend le cas, par exemple, de la vigilance, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, vous avez ici le rectangle noir, représente en fait la durée de sommeil, donc la nuit. Et la période claire correspond à la journée. Donc, si on prend la vigilance, on voit très bien qu'il y a une augmentation de la vigilance pendant la journée. Et puis, cette vigilance chute la nuit, ce qui est assez logique puisque vous allez dormir, vous n'avez pas besoin forcément d'être vigilant. Et ce rythme se répète le jour d'après. La même chose, si on regarde le rythme à température, le rythme à température augmente la journée. Pour pouvoir dormir, cette température va s'abaisser durant la nuit et réaugmenter au réveil. Par contre, si on regarde maintenant le rythme de l'hormone de croissance, vous voyez en fait que le rythme de l'hormone de croissance est très bas, cette hormone est très basse pendant la journée et elle a un pic en début de période de sommeil. Vous avez pour le cortisol qui augmente plutôt juste avant l'éveil. Donc chaque réponse que vous allez mesurer, vous avez un rythme bien spécifique qui est régulé par ce rythme circadien. Alors, comment est-ce qu'on peut étudier ces rythmes? Donc, je vous ai présenté cette expérience qui a été réalisée chez la plante avec cette expérience toute simple qui était de placer la plante à l'obscurité constante. Donc, on fait un petit peu la même chose chez l'animal. Donc, chez l'animal, qu'est-ce qu'on fait en général? Donc, vous avez un animal dans lequel vous pouvez inclure une cage, une roue dans sa cage. Et donc, si vous avez des enfants
qui ont eu des rongeurs. Donc, ce sont des animaux qui apprécient de courir dans des petits trous. Et donc, vous pouvez mesurer leur activité locomotrice. Donc, ici, enregistré sur ce qu'on appelle un actogramme. Donc, chaque journée représente 24 heures d'enregistrement. Et en fait, dès que l'animal va commencer à tourner dans sa roue, à être actif, vous allez avoir une petite barre noire qui va se visualiser ici. Et pendant toute la durée où l'animal va être actif, vous allez avoir cette traînée ici noirâtre. Donc, la souris, par exemple, est un animal nocturne, donc il va être actif uniquement durant la nuit. Et donc ça vous permet d'avoir un suivi du rythme de l'activité locomotrice d'un animal, mais aussi chez l'homme, on peut faire exactement la même chose. Ici, donc, j'ai repris un petit peu cet actogramme. Donc, c'est un animal nocturne à nouveau, donc une souris, placée sous un cycle lumière-obscurité, donc une alternance jour-nuit. Vous pouvez voir que cet animal, la journée, il dort, il est nocturne. Il s'éveille avec l'extinction de la lumière, il est très actif pendant la nuit, et ensuite, il se réendort. Et ici, vous avez une dizaine de jours d'enregistrement et vous pouvez voir que tous les jours, c'est exactement la même chose. L'animal dort pendant la journée, il est actif pendant la nuit. Et donc là, on va parler d'un rythme qui est complètement dépendant de son environnement lumineux. En fait, là, c'est la lumière qui régule son rythme. Mais maintenant, si je reproduis l'expérience que je vous ai présentée tout à l'heure chez la plante, chez le mimosa par exemple, je vais placer l'animal à l'obscurité constante. Et donc là, vous voyez qu'en fait, l'animal, tous les jours, en fait, il va débuter son activité un petit peu plus tôt, mais il va conserver cette période d'environ 24 heures. Donc, il a toujours une activité rythmique, sauf que ce rythme n'est plus régulé par la lumière. En fait, il faut imaginer que la lumière, c'est un petit peu comme si votre montre au poignet, tous les jours, prenait un petit peu de retard. C'est votre horloge endogène. Et la lumière, en fait, vient pour remettre cette heure à l'heure, de façon à ce que vous soyez parfaitement synchronisé avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Quand vous n'avez plus cette information lumineuse, donc la lumière ne remet plus alors votre horloge endogène, vos rythmes endogènes, et en fait, ils vont s'exprimer de manière endogène, complètement indépendant de l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est ce rôle primordial de la lumière, et je vais essayer de vous l'expliquer de manière un peu plus détaillée ensuite. Alors ça, c'était chez l'animal, mais chez l'homme. Chez l'homme, on peut faire exactement la même chose. Donc, on peut demander à un individu de porter ce dispositif qui ressemble beaucoup à une montre. Il s'agit d'un ActiWatch. Et en fait, cet appareil va permettre de mesurer en fait les mouvements de votre poignet. Donc, bien sûr, quand vous allez bouger, vous allez avoir un mouvement du poignet qui va être associé à nouveau à un enregistrement comme je vous l'ai montré chez l'animal. Et lorsque vous allez dormir, vous n'aurez beaucoup moins de mouvements. Donc ici, vous avez exactement le même profil que précédemment. Il s'agit donc d'un individu qui a été enregistré pendant plusieurs jours, comme vous pouvez le voir, là, du 16 mai au 17 juillet, et qui est soumis bien sûr à l'environnement avec une période d'obscurité et une période lumineuse. Donc vous pouvez voir à peu près que tous les jours, cet individu se réveille autour de 7 heures, il devient actif, et puis il a tendance à se coucher vers minuit. Et la nuit, vous avez très peu d'enregistrements. Et ça sur plusieurs jours. Donc là aussi, vous avez en fait le moyen indirect d'évaluer ses rythmes circadiens en regardant le rythme de l'activité locomotrice. Je vous ai indiqué que chez l'homme ou chez la plante, donc l'expérience qui était réalisée était de placer la plante ou l'animal à l'obscurité constante. Donc c'est un peu compliqué de faire ça chez l'homme. Il n'y aurait pas beaucoup de sujets qui seraient d'accord pour évaluer ce type ou en tout cas de faire partie de ce type de protocole de recherche. Donc en fait, il y a une expérience qui a été menée par Michel Siffre, qui était un spéléologue français, et qui a décidé en fait de se placer lui pas à l'obscurité constante, mais en fait de s'isoler de manière temporelle avec son environnement. Donc, il est descendu dans une grotte. La première descente a été en 1962. Il a passé 2 mois dans le glacier souterrain dans le sud de la France. Et ce qu'il a ensuite mesuré, comme je vous l'ai indiqué, il avait un contact direct avec l'extérieur. Il était relié par téléphone, mais par contre, il n'avait aucune notion du temps. Il n'avait pas de radio, il n'avait pas de téléphone, donc il ne savait pas quelle heure il était. Donc il pouvait entrer en contact avec l'extérieur à toute heure de la journée. Il avait toujours quelqu'un qui lui répondait, donc il était incapable de savoir l'heure qu'il était. Il n'avait aucune notion du temps qui passait aussi. Et donc en fait, il est resté là pendant 2 mois. Donc ici, à nouveau, je vous représente un peu, il ne s'agit pas de l'actogramme ici, mais il s'agit en fait des périodes d'activité, aussi de sommeil de l'individu. Donc en jaune, c'est les périodes de sommeil de l'individu, de Michel Siffre. Donc vous voyez, au début de son séjour dans la cave, il en fait se couchait autour de 23 heures. Et puis progressivement, il s'est couché de plus en plus tard. Et au bout d'une vingtaine de jours, il se couchait autour de 9 heures du matin.
Et donc là, vous voyez qu'au cours du temps, on a l'expression de sa rythmicité endogène, de son rythme endogène, qui n'est plus régulé par l'environnement, qui n'est plus régulé par la lumière. Et de là, donc, on a pu calculer, enfin, il a calculé sa période endogène, donc, et il a défini une période autour de 24,5 heures. Donc ça veut dire quoi? Encore une fois, la période de l'alternance jour-nuit, c'est 24 heures. La rotation de la Terre autour de son axe, c'est 24 heures. Là, en fait, lui, il a une journée biologique qui est un peu plus longue que 24 heures. Elle est de 24,5 heures. Ça veut dire que tous les jours, il se décale, retarde son activité, il s'endort de plus en plus tardivement, mais tous les jours d'environ 30 minutes, qui correspondent aux 0,5 heures de différence. 30 minutes. Et à la sortie de son séjour de 2 mois, en fait, il a indiqué que, effectivement, il n'avait aucun repère temporel, pas de jour, pas de nuit. Et sans le savoir, parce qu'à l'époque, j'étais géologue et pas du tout axée sur la physiologie, j'ai isolé le premier rythme biologique humain. J'ai noté que l'homme avait une horloge biologique interne plus longue que le rythme de 24 heures, qui était dans son cas, lui, de 24 heures 30 minutes. Ce qui signifiait que tous les jours, je me couchais et je me réveillais une demi-heure, 1 heure plus tard, en fonction du temps, si bien qu'au bout de 15 jours, voire 3 semaines, je me réveillais à 18 heures et me couchais à 6 heures du matin. Donc c'était une expérience extrêmement intéressante et la première vraiment expérience d'isolement temporel réalisée chez l'homme avec un sujet tout à fait volontaire. Il a à nouveau, 10 ans plus tard, passé 205 jours, donc un séjour beaucoup plus long, cette fois-ci aux États-Unis, et en 99, encore 2 mois dans la grotte de Klamaus, dans le sud de la France. La première expérience ne l'a pas découragé et le deuxième séjour, beaucoup plus long, a été quand même, je pense, assez compliqué pour lui. Ensuite, après cette étude par Michel Siffre, des chronobiologistes, là cette fois-ci donc de chercheurs chronobiologistes, ont décidé d'essayer d'effectuer la même étude chez des patients, chez des sujets sains, pardon, en 1965. Ils ont proposé effectivement à plusieurs sujets de s'isoler de manière temporelle dans un bunker. Donc non pas dans une grotte, mais dans un bunker. Et vous pouvez voir exactement le même résultat. Donc là, vous avez un actogramme d'un individu, ici, pendant 20 jours, alors qu'il est encore sous l'effet du cycle jour-nuit. Donc vous voyez très bien qu'il se couche autour de minuit et se réveille autour de 7-8 heures du matin. Et puis dès qu'on le place dans ce bunker, en fait, là, il y a l'expression non plus d'informations de son environnement, il y a l'expression de sa rythmicité endogène, et on peut voir que cet individu, il avait à peu près une période endogène assez similaire à celle de Michel Siffre, autour de 25,3 heures. Un peu plus long, pardon, de 25,3 heures. Cette période endogène, elle est vraiment spécifique à chaque individu. À l'heure actuelle, chez l'homme, on évite bien sûr de placer les individus soit dans des bunkers, soit les envoyer dans des grottes. Donc, il y a on utilise des pièces d'expérimentation en général dans les hôpitaux, des pièces qui sont parfaitement contrôlées en lumière, qui sont contrôlées aussi, où la position effectivement aussi du sujet est contrôlée, la prise alimentaire est contrôlée, de façon à pouvoir être sûr de ne pas avoir une information temporelle qui peut être amenée au sujet pendant l'expérimentation. Alors ça, c'est ce que je voulais vous présenter tout à l'heure, quand je vous ai parlé que chaque individu a sa propre période endogène. Ici, c'est un graphe qui représente les périodes mesurées chez différents individus. Donc, vous avez des individus humains qui ont des périodes extrêmement courtes, de 23,5 heures. Donc, ces individus ne vont pas retarder leur activité de 30 minutes, ils vont plutôt l'avancer de 30 minutes. Vous avez des individus qui aussi, à l'extrême, vont avoir des périodes très longues, comme Michel Siffre, de 24,5 heures. Donc, eux vont retarder leur activité en conditions d'isolement de 30 minutes tous les jours. Mais vous avez de manière globale, de manière générale, la majorité des individus ont une période qui est autour de 24,2 heures. Mais il y a bien sûr cette différence individuelle que l'on retrouve chez l'homme et également chez l'animal. Ici, je voulais vous mettre ce questionnaire que vous pouvez trouver sur Internet et qui va déterminer est-ce que vous êtes plutôt un lève-tard ou un couche-tôt. Et ça, c'est complètement relié à votre période endogène. Vous êtes un lève-tard, vous avez plutôt une période tardive, une période longue, un couche-tôt plutôt une période plus courte. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de ce questionnaire, mais vous avez des questions, par exemple, la première, en ne considérant que l'heure de votre meilleure forme, à quel moment vous vous lèveriez si vous étiez absolument libre d'organiser votre journée. Un petit peu ce qui peut se passer en vacances si vraiment vous n'avez aucun impératif. Est-ce que vous êtes plutôt à vous lever à 5-6 heures du matin ou plutôt à 11-12 heures du matin. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ce type de tests qui sont disponibles sur Internet. Et en fonction, bien sûr, du résultat, vous saurez si vous êtes plutôt type du matin, exclusivement. Vous êtes plutôt du matin, mais de modéré. Vous êtes ni du matin ni du soir. Et ça vous donnera une idée un petit peu de votre période endogène. Donc ça, c'était un petit peu pour l'aspect amusant. Mais je pense que chacun d'entre vous sait déjà s'il est plutôt
un lève-tôt ou un couche-tard. Alors, je vous ai parlé de ces rythmes, mais finalement, il y a une base biologique, bien sûr, à ces rythmes. Je vous ai parlé un petit peu d'horloge, donc là, on va essayer de plus précisément vous dire que fait cette horloge et où elle est. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma d'une coupe de cerveau humain. Donc, vous pouvez voir ici l'œil. Vous avez ici le cerveau et notre œil donc envoie des informations directement à différentes régions du cerveau qui vont permettre par exemple la vision, mais aussi tout votre comportement. Et vous avez des projections, donc des informations qui vont directement dans une petite structure ici que j'ai représentée ici, qui est agrandie, et qui s'appelle le noyau suprachiasmatique dans une région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit noyau et c'est lui qui est le siège de notre horloge biologique. Comme pour la plante, la découverte des rythmes a été initialement non pas décrite chez l'homme ou chez l'animal, mais chez la plante. La présence de l'horloge a été initialement aussi décrite, non pas chez l'homme ou chez la souris, mais chez la drosophile. Donc ici, vous avez une drosophile verte, donc parce qu'elle est modifiée génétiquement. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que si vous séparez les différents éléments du corps de cette drosophile, par exemple, ici, vous avez une aile qui est mise en culture, donc isolée du reste du corps. Ici, vous avez une patte. Ici, vous avez une antenne. Vous pouvez voir que dans le temps, vous avez à nouveau ces oscillations, cette rythmicité de chaque partie de l'organe de la drosophile. Et donc là, c'était la première démonstration chez la drosophile que finalement, il n'y avait pas que dans le cerveau qu'il y avait une horloge, mais que chaque tissu de l'organe de votre corps était capable d'osciller comme ça de manière endogène. Chez l'homme, vous avez exactement la même figure. Donc, on a effectivement une horloge dans le cerveau, mais vous avez également des horloges dans toutes les cellules de votre organisme. Et ça, c'est lié à la découverte de certains gènes par justement les 3 chercheurs que j'ai ici représentés. Chez la drosophile, Yang, Rosbach et Hall, qui ont mis en évidence les premiers gènes qui étaient responsables de ces oscillations, de cette rythmicité d'environ 24 heures. Et ça leur a valu le prix Nobel de médecine en 2017. De nombreuses années, bien sûr, après la découverte de ce gène. Alors, si j'essaie de simplifier un petit peu le message que je viens de vous présenter, donc je viens de vous dire qu'on a une horloge centrale, donc au niveau de notre cerveau, dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus. Cette horloge, elle va recevoir des informations de notre environnement, donc la lumière via notre œil, notre rétine, mais elle va avoir aussi des informations sur votre activité locomotrice, sur votre prise alimentaire, et ces différentes informations que vous recevez de l'environnement vont permettre en fait de remettre à l'heure votre horloge centrale qui, elle, va être sensible surtout à la lumière, alors que vos horloges périphériques, par exemple votre foie, va être très sensible à la prise alimentaire. Donc, ces différentes horloges que je vous ai présentées sont sensibles à différents facteurs de notre environnement, mais il y a uniquement le noyau suprachiasmatique, donc l'horloge centrale, qui est sensible à l'environnement, c'est-à-dire la lumière. Que fait donc cette horloge? Donc, je vous ai indiqué que cette horloge centrale permettait donc de réguler, par exemple, le rythme de votre activité locomotrice. Ici, je vous ai représenté différents rythmes. Vous avez ici le rythme de la mélatonine, donc c'est une hormone qui est synthétisée essentiellement pendant la nuit. Donc ici, vous avez ce rectangle bleuté qui correspond à la période d'obscurité. Le cortisol, à l'inverse, lui est bas durant la nuit et augmente avec votre réveil. Et la température, comme je vous l'ai indiqué plus tôt, elle est plus basse la journée. Elle augmente légèrement pendant la journée. Alors, que va faire votre horloge biologique? En fait, votre horloge biologique, elle va envoyer un petit peu l'information à toutes ces horloges périphériques que vous avez dans vos différents tissus, de façon à ce qu'elles fonctionnent de manière optimale au moment où elles doivent fonctionner de manière optimale. Par exemple, si je prends l'exemple du foie, vous pouvez très bien imaginer que l'activité du foie va être accélérée, augmentée juste après la prise justement alimentaire. Ce qui ne va pas être le cas pour, par exemple, certaines régions du cerveau. Donc ici, si je prends le cas de ces trois réponses, cortisol, mélatonine et température, donc la nuit, la température est basse, la mélatonine est haute, le cortisol est bas, et tout ça est régulé par votre horloge biologique dans votre cerveau, et ça va promouvoir votre sommeil. Toutes les réponses nécessaires à votre sommeil vont être optimales. Par contre, la journée, la température va augmenter, votre mélatonine va baisser, le niveau de sécrétion va baisser, votre cortisol va être élevé, va augmenter votre vigilance, et tout ça va promouvoir votre veille. Donc, l'idée, c'est que ces différentes horloges biologiques que vous avez dans votre corps vont fonctionner de manière optimale, de façon à ce que vous soyez parfaitement en phase avec l'environnement dans lequel vous vivez, et que ces fonctions soient optimales au moment de la journée où elles doivent l'être. Et ça, c'est régulé par votre horloge centrale localisée dans le cerveau.
Donc ici, je vous reprends un petit peu certaines fonctions qui sont rythmiques et leur évolution au cours de la journée. Donc, si on commence le matin au réveil, vous avez une plus forte augmentation de votre tension artérielle. Vers 7h30, vous avez, comme je viens de vous l'indiquer, plus de sécrétion de la mélatonine pour promouvoir votre réveil. Vous avez ensuite une vigilance qui va augmenter avec un pic autour de 10h du matin, etc., etc. Et donc, toutes ces réponses sont régulées par notre horloge centrale localisée dans le noyau suprachiasmatique, encore une fois, en étroite relation avec l'environnement dans lequel elle évolue. Je vous ai présenté un petit peu les bases des rythmes biologiques circadiens et à quel niveau dans le cerveau était localisée l'horloge qui régulait un petit peu ces rythmes. Je vous ai indiqué l'importance de la lumière, mais je vais rentrer un petit peu plus en détail dans le rôle de la lumière et finalement comment cette lumière arrive à réguler nos rythmes. Alors, je reprends un petit peu cette image de l'actogramme que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, vous avez à nouveau ici un rongeur nocturne qui est exposé à une alternance jour et nuit. Donc, vous pouvez voir, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc cet animal va être actif uniquement pendant la nuit. Là, vous avez 5 jours d'enregistrement. Là, je décide de reproduire l'expérience que je vous ai présentée. Je mets l'animal à l'obscurité constante. Son horloge biologique centrale va exprimer ses propres rythmes, donc les rythmes endogènes de l'individu. Donc cet individu a une période plus courte que 24 heures ici, donc tous les jours il va débuter son activité un peu plus tôt. Et puis hop, je rallume la lumière. Je l'expose à nouveau à un cycle jour-nuit comme j'avais précédemment. Vous pouvez voir que tout de suite l'animal, hop, à nouveau son rythme est synchronisé. Donc là, vous avez ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, le rôle de remise à l'heure de la lumière de votre horloge centrale. Encore une fois, votre horloge biologique au niveau de votre cerveau, c'est la montre que vous avez au poignet, mais cette montre au poignet, tous les jours, elle retarde ici, elle avance de 30 minutes. Donc, ce que va venir faire la lumière tous les jours, c'est de la remettre à l'heure pour que vous ayez une période qui soit exactement de 24 heures et non pas inférieure ou supérieure à 24 heures pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Et puis, si vous reproduisez l'expérience, à nouveau, vous mettez l'animal à l'obscurité constante, hop, à nouveau, l'horloge va exprimer sa propre période. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer comment la lumière arrive à synchroniser, à remettre à l'heure le rythme de votre activité locomotrice, mais c'est le cas pour tous les autres rythmes que je vous ai présentés. Alors, on repart encore sur notre petit schéma de cerveau avec notre horloge biologique centrale qui est là. Je vous ai dit qu'on était extrêmement sensible à la lumière via notre œil. Donc chez les mammifères, chez d'autres espèces, ça fonctionne un peu différemment, mais je vais rester chez les mammifères et chez l'homme. La lumière de notre environnement, elle n'est réceptionnée que par notre œil. Donc ici, je vous ai représenté une rétine, une section de rétine avec une cellule qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine, qui sont extrêmement sensibles au bleu. Donc, je voulais vous parler de ces cellules parce que je vais vous parler de lumière bleue, que vous avez potentiellement déjà entendu parler de lumière bleue, notamment celle des écrans. Donc, c'est cette cellule-là qui va réceptionner l'information lumineuse de l'environnement, mais pas que, il y a d'autres cellules aussi, mais je vais essayer de simplifier le message. Et cette cellule est extrêmement sensible à la lumière bleue de votre environnement et elle va envoyer ces informations au niveau de notre horloge biologique, la remettre à l'heure et cette horloge ensuite va réguler tout un panel de fonctions au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de votre corps, au niveau des horloges périphériques, pour réguler par exemple le rythme du cortisol ou le métabolisme glucidique en fonction dans le foie, etc., etc. Donc, c'est par cette voie indirecte de réception de l'information lumineuse par votre œil, information envoyée au niveau de l'horloge biologique dans le cerveau, et ensuite la régulation directe ou indirecte des autres horloges de notre corps, que nos rythmes sont en phase avec notre environnement. Alors, ces fameuses cellules ganglionnaires à mélanopsine, mais en fait, on ne les a pas aussi découvertes chez l'homme à la première fois, d'où l'intérêt de travailler chez d'autres espèces, plantes ou animaux, et l'importance de la recherche chez ces animaux. En fait, ces cellules ganglionnaires à mélanopsine ont été premièrement décrites chez un amphibien. Il s'agit d'un xénope, et ces cellules étaient présentes au niveau du derme, de la peau de cet animal. En fait, cet animal présente ce qu'on appelle des mélanophores, ce sont des cellules pigmentées qui en fait vont se contracter en réponse à la lumière. Et ces cellules-là, ces mélanoformes, exprimaient cette mélanopsine. Donc, on avait une première évidence qu'on avait une protéine qui était capable de répondre directement à la lumière. Et ensuite, différentes recherches ont été réalisées et cette mélanopsine a été mise en évidence dans la rétine de souris, mais également d'hommes un peu plus tardivement. Alors, si je reviens encore un peu plus dans le détail, je vous ai représenté à nouveau
l'œil, avec cette connexion vers le cerveau et notamment vers le noyau suprachiasmatique, siège de l'horloge biologique, on sait à l'heure actuelle en fait que cette lumière et ces cellules-là qui expriment la mélanopsine dans la rétine, en fait, elles vont envoyer des informations à différentes régions du cerveau, pas qu'au niveau de l'horloge biologique. Ça va envoyer sur des structures qui vont réguler le sommeil, mais aussi sur des structures qui vont réguler des processus qu'on appelle plus cognitifs, comme la vigilance, mais aussi sur des structures qui vont réguler notre humeur, bien sûr l'activité locomotrice, ça je vous l'ai présenté à plusieurs fois, mais également sur la mémoire. Donc en fait, cette lumière finalement est capable de réguler tout un panel de fonctions dans le cerveau de manière directe ou indirecte, pas que au niveau des rythmes biologiques. Alors, compte tenu de l'importance bien sûr de cette lumière et du fait qu'elle est capable de remettre à l'heure notre horloge biologique, différents travaux ont été menés de façon à déterminer en fait quels étaient les paramètres de cette lumière qui étaient le plus important. Est-ce que finalement c'était l'intensité de la lumière qui était important? Est-ce que c'était la durée de la stimulation, la longueur d'onde, donc je reviendrai un petit peu à la composition spectrale de cette lumière, ou le moment où vous alliez exposer un individu à cette lumière? Et en fait, différentes études ont été réalisées pour finalement montrer que tous ces paramètres étaient importants. Et à l'heure actuelle, on essaie encore de comprendre comment ces différents paramètres régulent réellement l'horloge. De manière, encore, je vais essayer d'être le plus simple possible, j'ai repris ici le rythme de la mélatonine, de l'hormone mélatonine. Donc, je vous ai expliqué précédemment que cette hormone, elle avait un pic pendant la nuit. Et pendant la journée, elle était très basse et ça permettait de promouvoir le sommeil. Donc ça, c'est un cycle, c'est un rythme classique de la mélatonine. Qu'est-ce qui se passe si je m'expose à de la lumière en début de soirée? Donc là, vous avez en pointillé noir le rythme précédent que je vous ai indiqué de mélatonine. Mais si maintenant je m'expose à de la lumière juste avant de dormir, ce que je vais faire, c'est que je vais retarder le rythme de cette mélatonine. Je vais le décaler. Si maintenant j'applique cette lumière plutôt qu'avant de dormir, mais le matin en fait, je vais avancer le rythme de cette mélatonine. Donc, vous pouvez voir ici que l'effet de la lumière, il n'est pas le même en fonction de l'heure de la journée. Avant l'endormissement, vous allez retarder le rythme de cette mélatonine et vous allez avoir l'effet inverse en début de matinée. Et en fait, c'est cet équilibre entre l'effet de la lumière en fin de journée et en début de matinée qui fait que votre rythme de mélatonine est parfaitement en phase avec la période d'obscurité. Maintenant, je vais essayer de vous parler de l'intensité. Donc là, je viens de vous montrer que le moment de la journée était très important, qu'on n'aurait pas du tout le même effet sur un rythme biologique si le rythme et la lumière étaient appliqués le matin ou le soir. Maintenant, si je varie l'intensité lumineuse, donc ici, vous avez une augmentation de l'intensité lumineuse et vous avez à nouveau ici le rythme de la mélatonine. Et vous pouvez voir que plus vous augmentez l'intensité lumineuse ici, plus vous allez décaler, vous allez retarder le rythme de la mélatonine. Donc, ce rythme de la mélatonine est dépendant de l'heure à laquelle la lumière va être exposée, mais il est aussi dépendant de l'intensité de la lumière que vous allez utiliser. Vous pouvez exactement avoir la même chose pour la durée qui n'est pas ici représentée, etc. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de spectre lumineux pour essayer je vous ai parlé de cette mélanopsine qui était plus sensible à la lumière bleue. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, je vous ai représenté le spectre visible. Donc, le Soleil présente un spectre visible, mais aussi il y a de l'ultraviolet dans le spectre solaire. Mais si vous prenez le spectre visible, donc il est autour de 400 nanomètres jusqu'à à peu près 600 et quelques nanomètres. C'est le spectre visible, c'est ce que vous voyez comme étant de la lumière blanche. Ici, je vous ai représenté les spectres des différents photorécepteurs, c'est-à-dire les différentes cellules dans votre œil, dans votre rétine, qui vont vous permettre de détecter les différentes couleurs du spectre. Par exemple, je sais que chez l'homme, vous avez un photorécepteur, une cellule, qui va être capable de détecter dans le bleu. Vous avez, notamment, il s'agit des cônes qui sont sensibles dans le bleu, mais vous avez, je vous ai indiqué qu'il y avait également aussi la mélanopsine qui était sensible dans le bleu. Et vous avez d'autres types de photorécepteurs qui vont vous permettre aussi soit de détecter plutôt dans le rouge chez l'homme, plutôt dans le vert. Donc, ces différents types de photorécepteurs vont vous permettre de détecter ces différentes composantes du spectre lumineux présent dans la lumière solaire ou autre. De manière synthétique, cet effet de la lumière, donc je vous ai indiqué qu'il était important en fonction de l'heure à laquelle vous allez appliquer ou l'individu va être exposé à cette lumière, important et dépendant de l'intensité, de la durée
et de la longueur d'onde. Pourquoi je vous parle de ces différents paramètres? C'est parce que si vous n'êtes pas exposé si votre horloge biologique n'est pas exposée de manière suffisante à la lumière, donc ça peut être pas assez de lumière ou pas au bon moment de la journée, vous pouvez voir apparaître ce qu'on appelle, nous, des symptômes, des troubles chronobiologiques. Et je vais essayer de vous détailler ça. Si votre horloge biologique n'est pas bien en phase avec son environnement, parce qu'elle n'a pas reçu assez de lumière ou que cette lumière n'a pas été apportée au bon moment de la journée, vous pouvez avoir un certain nombre de troubles, comme des difficultés d'endormissement, un sommeil beaucoup plus fragmenté, de moins bonne qualité, avoir des difficultés à vous endormir, vous pouvez avoir des troubles de la vigilance diurne, des difficultés de concentration, troubles de mémoire, de l'humeur, tout un panel de perturbations des différentes fonctions physiologiques qui sont régulées par l'horloge biologique. Et donc tout ça est vraiment axé sur un nombre assez conséquent d'études biologiques qui ont été réalisées dans ce domaine. Alors, si on revient un petit peu à cette histoire de vigilance, on s'est rendu compte, de nombreuses études ont mis en évidence que, par exemple, un certain nombre d'accidents de voitures, d'avions, étaient dus bien sûr à des erreurs humaines et qu'elles se produisaient de manière assez étrange, souvent vers 2 ou 3 heures du matin. Et si vous vous rappelez un petit peu, c'est le profil de vigilance que je vous ai monté un peu rapidement, c'est un moment de votre cycle, de votre horloge biologique où en fait la vigilance est à son minimum. Vos compétences physiques et psychophysiques sont vraiment aussi au plus bas. Et ici, je vous ai donné 2 exemples. Ici, c'est la centrale nucléaire de Three Mile Island où il y a eu un gros accident en 1979. L'accident a eu lieu à 4 heures du matin. Ici, vous avez aussi une synthèse qui avait été réalisée par l'Association canadienne de camionnage et qui avait montré en fait un pic d'accidents routiers liés bien sûr à la fatigue des individus autour de 3-4 heures du matin. Donc, encore une fois, là, vous demandez à votre organisme d'être efficace à un moment où biologiquement il ne l'est plus, où il l'est très peu. Et donc, ça conduit bien sûr à des erreurs humaines et à des accidents. Maintenant, si on revient sur le rythme biologique des adolescents. Qu'est-ce qu'on sait sur le rythme biologique des adolescents? On va reprendre d'abord le profil ici que j'ai indiqué chez l'adulte. Donc, à nouveau, là, je vous ai repris les rythmes que je vous ai présentés précédemment. Vous avez le rythme ici de cortisol en rouge, le rythme de la mélatonine ici en bleu, et vous avez le rythme de la température ici en bleu plus foncé. Qu'est-ce qu'on peut voir chez les adolescents? On peut voir, par exemple, si on prend le rythme de la mélatonine, si on compare cette courbe-là avec celle-ci chez l'adolescent, on peut voir que physiologiquement, leur rythme est retardé. Et donc, ils n'ont rien fait pour. Hein. Physiologiquement, leur rythme est retardé parce que leur système circadien n'est pas complètement encore mature. Si on regarde le rythme de cortisol, vous avez exactement le même profil. Il est retardé. Et c'est aussi le cas pour le rythme de la température. Donc, les adolescents ont des rythmes physiologiquement qui sont retardés par rapport à l'adulte. Et ça, c'est une progression qui est au cours du développement, du jeune enfant jusqu'à l'adulte. Si maintenant on s'intéresse plus particulièrement au rythme de la vigilance. Donc ici, j'ai essayé de vous retrouver une représentation relativement simple de la vigilance, donc avec des enregistrements de 19h à 19h le jour d'après, donc 24 heures d'enregistrement. Vous pouvez voir que votre vigilance, progressivement, elle diminue pour avoir un creux autour de 3 heures du matin et elle va progressivement réaugmenter et anticiper bien sûr votre réveil. Et puis vous allez avoir une période de la journée où votre vigilance va être au maximum et puis vous allez avoir à nouveau un creux et à nouveau un léger pic en début de soirée pour ensuite avoir à nouveau cette diminution. Donc ça, c'est le rythme de la vigilance qui est décrit bien sûr ici chez l'homme. Alors, j'ai juste voulu faire la différence entre l'attention et la vigilance pour les gens qui sont intéressés à ces 2 processus. L'attention, c'est votre capacité à pouvoir sélectionner un stimulus bien défini, des souvenirs ou des pensées qui vont être adaptés à une situation en cours que vous allez évaluer pour répondre à un objectif bien précis. Par exemple, si vous voulez surveiller les feux tricolores lorsque vous conduisez, vous écoutez par exemple un formateur, se concentrer pour composer le bon numéro. Ça relève de votre attention. La vigilance, en fait, c'est juste une petite forme de votre attention et qui va permettre, en fait, vraiment d'accomplir une tâche bien particulière. Donc, nous, ce qu'on mesure ici, c'est la vigilance et non pas l'attention. Et pour cela, différents tests sont développés chez l'homme qui permettent d'évaluer cette réponse physiologique. Compte tenu de tout ce que je vous ai présenté précédemment, le fait que la vigilance était rythmique, tout ça va en fait avoir un impact justement bien sûr sur votre apprentissage. Si je vous prends un exemple, vous essayez de mémoriser quelque chose lorsque votre niveau de vigilance est au plus bas, vous pouvez très bien imaginer que ça va être pas très efficace.
vous aurez beaucoup plus de difficultés à le faire. Donc, mettre en jeu sa mémoire, il faut le faire au bon moment de la journée. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a une variabilité d'un individu à l'autre. Pour mémoriser ces informations, je vous ai indiqué que le sommeil et les rythmes circadiens sont des facteurs extrêmement importants dans les processus d'apprentissage. Ils vont aussi impacter votre humeur au cours de la journée, qui est également rythmique, votre niveau d'énergie, qui est également rythmique. Et donc, en fonction de votre humeur et de votre niveau d'énergie, vous allez être plus ou moins efficace dans la mémorisation de vos apprentissages. La neuroplasticité, c'est juste la capacité qu'a votre cerveau à pouvoir apprendre et à se modifier en fonction de l'apprentissage. Cette neuroplasticité, elle est aussi rythmique, elle est aussi dépendante du moment de la journée. Donc, encore une fois, en fait, les rythmes circadiens vont être importants et vont, en fonction du moment où vous allez essayer d'apprendre ou de mémoriser certaines fonctions, vous allez être plus ou moins efficace. Et enfin, la concentration, qui aussi évolue de manière circadienne. Elle va jouer différents paramètres qui sont régulés par les rythmes circadiens, vont influer sur votre concentration au cours de la journée. Si vous pouvez imaginer, vous avez une mauvaise nuit de sommeil, le matin, vous n'allez pas avoir une concentration vraiment à son maximum. Donc, tous ces processus, en fait, sont essentiels pour l'apprentissage. Alors ça, c'est la théorie, mais on est bien conscient que c'est un peu compliqué parfois de la mettre en route parce qu'on n'a pas toujours une très bonne nuit de sommeil, on a parfois des plannings qui nous obligent à travailler relativement tard le soir ou essayer d'apprendre nos cours ou nos leçons tard le soir et c'est pas forcément le meilleur moment, mais on n'a pas d'autres moments de la journée, malheureusement. Mais il faut quand même essayer d'optimiser. Et encore une fois, je tiens à souligner qu'il y a une variabilité d'un individu à l'autre. Donc, certains auront plus de facilité le soir que le matin, mais néanmoins, il faut tenir compte de cette variabilité liée au rythme biologique. Alors, si je reprends le profil que je vous ai présenté de la vigilance, donc le matin, très tôt, on n'a pas de super performance pour apprendre et pour être très vigilant. Encore une fois, le pic, il est plutôt entre 10h, midi. Vous avez ensuite ce creux, et à nouveau, cette vigilance qui augmente. Donc, effectivement, on aurait tendance à dire que ça serait, si on voulait tenir compte et respecter nos rythmes biologiques, tout ce qui est très théorique aurait intérêt à être plutôt le matin, parce que vous avez une concentration qui est beaucoup plus importante, votre vigilance est à son maximum, et ça va favoriser votre mémorisation et votre apprentissage. Par contre, effectivement, lorsque vous êtes en plein dans le creux, qui n'est pas forcément lié à la prise de votre repas, mais plutôt à ce rythme de la vigilance. On aurait tendance plutôt à faire des activités qui demandent un peu moins de réflexion. Ça peut être effectivement, des activités moins théoriques, des exercices, de la pratique. Et à ce moment-là, je pense que les gens seront beaucoup plus réceptifs à ces activités et renforceront les apprentissages qu'ils auront pu voir, par exemple, le matin. Et bien sûr, encore une fois, je réitère, c'est un profil de base que je vous présente, mais qui varie en fonction des individus, qui va varier en fonction du rythme que ces individus ont, que ce soit la semaine ou le week-end, de leur temps de sommeil, de leur fatigue et bien sûr de la tâche qu'ils vont effectuer. Alors, j'aimerais terminer sur le dernier aspect. Je vous ai déjà parlé un petit peu de santé, mais je vais revenir un petit peu à cette lumière bleue et au problème des adolescents, qui est un peu un cercle vicieux. Donc, j'essaie de vous le représenter sous cette forme de cercle vicieux. Nous savons tous que les adolescents, donc je vous ai présenté, ont des rythmes déjà décalés, retardés. C'est ce qui fait qu'ils ont tendance à se coucher plus tard qu'un adulte. Mais en fait, le fait de se coucher plus tard, est lié à différents paramètres, bien sûr au fait que leur horloge biologique est retardée, mais au fait aussi qu'ils s'exposent beaucoup aux écrans le soir, et donc je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Le fait de se coucher plus tard, mais le matin, ils sont quand même obligés de se réveiller à la même heure. Donc en fait, ça génère une dette de sommeil qu'ils vont essayer de récupérer le week-end. C'est pour ça que souvent, ils peuvent dormir jusqu'à 14h, voire 15h le week-end. Ils récupèrent le sommeil qu'ils n'ont pas eu pendant la semaine. Mais cette dette de sommeil donc induit aussi une somnolence diurne qui va se rajouter à cette perte de vigilance que je vous ai montrée, liée au rythme de la vigilance. Ça peut générer aussi la consommation d'excitants, comme le café, l'alcool ou d'autres boissons, qui vont générer de l'insomnie. Ils vont essayer de récupérer le week-end, mais cette récupération le week-end va aussi retarder leur horloge parce qu'ils vont néanmoins se coucher plus tard et se lever encore plus tard. Donc leur horloge biologique le lundi matin va avoir encore plus de difficultés à se remettre en route. Donc tout ça en fait va renforcer le retard de phase qu'ils ont déjà de manière physiologique et c'est pour ça que je l'ai représenté sous forme de cercle vicieux. Donc les adolescents font des efforts, certains font des efforts, mais effectivement, là, ils vont un petit peu à contresens de leur horloge biologique et les plannings, effectivement, et le rythme scolaire auquel ils sont exposés va aussi un petit peu à contresens de leur rythme biologique.
Donc, si je reviens encore une fois sur cette exposition à de la lumière bleue, hein, le fait que nous recevons cette lumière bleue via la rétine, via ces cellules à mélanopsine, et que cette lumière est capable de réguler différentes fonctions de notre rythmicité biologique, si on s'expose de manière inappropriée, on va accentuer en fait encore ce retard de phase. Ça, c'est valable chez les adolescents, mais c'est valable également chez l'adulte. Alors, je voulais vous montrer cette différence parce que je vous parle de lumière spectrale, de lumière solaire, mais nous avons également la lumière artificielle. Donc, très, très rapidement, vous avez ici le spectre solaire. Donc, vous pouvez voir que le spectre du soleil, en fait, il recouvre la totalité des longueurs d'onde auxquelles sont sensibles nos différents photorécepteurs. Par contre, à l'heure actuelle, nous utilisons beaucoup de LED dans nos domiciles, et ces LED ont des spectres complètement différents du spectre soleil, mais même différents entre eux. Donc ici, je vous ai représenté 3 spectres, ce qu'on appelle ici un spectre de LED dite blanc chaud que vous pouvez voir dans le commerce. Donc ici, pour vous représenter ce que ça donne, donc ça fait une lumière un peu jaunâtre, mais vous avez des LED neutres, donc vous voyez, c'est un peu plus blanc, et vous voyez que vous avez un joli pic ici dans le bleu, et les LED dites froides, qui sont très froides, un blanc très blanc, et qui, elles, sont enrichies encore plus en lumière bleue. Donc plus vous allez être enrichi en lumière bleue, plus vous allez activer ces cellules ganglionnaires à mélanopsine. Donc, il est important de faire attention au type de LED que vous avez dans votre domicile. Pourquoi? Encore une fois, parce que les LED sont omniprésentes dans tous les écrans que nous utilisons, et classiquement, les LED qui sont présents dans les écrans, notamment nos smartphones ou nos écrans d'ordinateur, en fait, sont enrichis en lumière bleue. Donc, le fait de vous exposer le soir à un écran qui est enrichi en lumière bleue, ça va activer vos cellules ganglionnaires à mélanopsine, ça va activer votre horloge biologique, et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retarder votre sommeil. Et donc, vous allez retarder encore plus votre horloge biologique. Donc, il y a eu je ne vais pas rentrer dans le rapport de l'ANSES, mais en fait, il y a différentes recommandations qui ont été préconisées pour justement réduire cette exposition à la lumière bleue. Vous pouvez notamment, par exemple, utiliser des filtres qui vont filtrer la lumière bleue. C'est des petites applications que vous pouvez télécharger aussi à partir de votre smartphone et qui vont un petit peu donner une couleur orangée à votre écran. Donc, c'est pas toujours très agréable pour certains, mais qui vont filtrer cette lumière bleue qui a tendance à augmenter votre vigilance le soir. Donc, cette exposition à la lumière bleue le matin, encore une fois, est très importante parce qu'elle va augmenter votre vigilance, mais là, vous êtes en phase avec votre horloge. C'est un point positif. Par contre, elle va avoir le même effet le soir, mais là, elle va augmenter la vigilance et retarder votre sommeil. Donc, l'exposition à la lumière bleue le matin, oui. Le soir, à éviter. Pour terminer, en fait, une enquête qui avait été réalisée par le réseau Morphée, le réseau de santé consacré à la prise en charge des troubles chroniques du sommeil, qui ont répertorié un petit peu cet effet délétère d'une exposition des adolescents aux écrans, notamment sur le sommeil. Et en fait, ils sont arrivés à plusieurs conclusions ici. Si j'en prends quelques-unes, les adolescents franciliens dorment mal. Un adolescent sur 4 a une activité nocturne sur les écrans, donc c'est énorme. L'usage d'écran plus d'une heure après le dîner perturbe le sommeil, donc là il y a vraiment des données scientifiques. L'usage des écrans plus d'une heure après le dîner perturbe le fonctionnement diurne, donc vous impactez votre sommeil mais aussi votre activité le lendemain, et peut générer effectivement des troubles du sommeil. Donc pour terminer, je voulais juste vous présenter cette image, prise de satellite de la Terre, pour vous montrer un petit peu la pollution lumineuse à laquelle nous sommes exposés de nuit. Et donc, compte tenu de tout ce que je vous ai indiqué, cette pollution lumineuse, elle a à la fois des impacts sur l'individu, sur l'homme, mais aussi sur la flore et la faune. Il faudrait de plus en plus y faire attention parce que ça perturbe notre horloge biologique et ça perturbe donc notre sommeil et toutes les fonctions qui les régulent. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ouria.